tous. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de me retrouver ici et pour parler de mon expérience, ma recherche sur les juridictions Gacaca qui ont été mises en place au Rwanda pour juger le génocide. Bueno, muy buenos días a todos. Está muy honrada de estar hoy en día con ustedes, compartiéndoles la experiencia de su investigación en Ruanda, en el genocidio en Gacaca. Alors je remercie l'équipe de l'Alliance France-Colombie qui m'a invitée. Que agradece al equipo de el año Francia-Colombia que la ha invitado. Et je remercie Jaime qui m'a mise en contact avec l'Alliance française colombienne. Y que le agradece al profesor Jaime Andrés Quintero, quien es el coordinador del equipo académico aquí en Manizales, por haber hecho el lazo aquí con la Alianza Francesa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Rwanda. Avant de parler des juridictions Gacaca, je vais vous présenter brièvement le Rwanda, sa situation géographique et son histoire. Bueno, no sabe si ustedes conocen un poco sobre Ruanda, entonces se va a permitir presentarles primero geográficamente dónde está ubicada Ruanda y dónde está la jurisdicción de Gacaca. Oui. Alors, la juridiction Gacaca, c'est un petit élément de l'histoire du Rwanda. Et si on ne peut pas comprendre pourquoi le gouvernement rwandais a convoqué la tradition sans connaître l'histoire qui a mené au génocide, c'est pour ça que je vais faire ce petit détour. Sí, se va a desviar un poco para poder ilustrar cómo ha sido llamada la tradición y cómo ha sido la historia y cómo se ha llegado al genocidio que sucedió en la jurisdicción de Gacaca. Alors, le Rwanda, c'est un tout petit pays qui est situé en Afrique centrale. Il a sa frontière du nord, il y a l'Ouganda. À l'est, il y a la Tanzanie. Entonces, Ruanda es un país pequeño del centro de África, donde al norte se encuentra Uganda, limita también con Tanzania. Et donc, à l'ouest, il y a le Congo. En el este está el Congo. Et au sud, il y a le Burundi. Y en el sur, el Burundi. Alors, si je vous cite ces pays limitrophes au Rwanda, c'est que le génocide a provoqué une catastrophe humanitaire dans ces pays-là. Si ella precisamente evoca a estos países limítrofes, es porque precisamente hubo una catástrofe en estos países a partir del genocidio que sucedió en Ruanda. Et ces problèmes que ce génocide du Rwanda a provoqué jusqu'aujourd'hui, et donc il a des conséquences surtout sur le Congo. Y este genocidio ha traído también graves consecuencias, sobre todo en República Democrática del Congo. Alors, le Rwanda, c'est un peu comme ici. C'est un pays de montagnes et de collines. C'est pour ça qu'on parle du pays des 1000 collines. Se habla que Ruanda tiene muchas montañas y por eso se habla del país de las 1000 colinas. Alors, par rapport à la Colombie, le Rwanda, c'est un tout petit point parce qu'il fait 26 338 km². Sí, con respecto a Colombia, Ruanda es un puntico muy pequeño, ya que hace de superficie 26.338 km². Par contre, sa démographie elle est explosive, elle est de 292 habitants par km². Pero pues, la población realmente es explosiva, ya que son 292 habitantes por km². Alors cette démographie a fait aussi qu'il y a eu des conséquences sur le génocide à cause de la proximité sur l'habitat. Y esta densidad pues, trajo consecuencias precisamente por la aglomeración de personas con el genocidio que sucedió. Alors comme je vous ai dit, donc c'est un pays comme la Colombie
qui est situé un peu en dessous de l'équateur. Et son climat, surtout au mois d'avril-mai, c'est comme ici, il pleut tout le temps. Y como ya le he evocado, es un poco el clima como Colombia, ya que se encuentra al sur del Ecuador. Y en este periodo precisamente también es periodo de lluvias en Ruanda. Donc il y a des volcans, il y a des marais. Et cette topographie du Rwanda a aussi soit protégé des victimes du génocide par les gens qui les traquaient, soit a servi de piège, surtout les forêts, les marais et les montagnes. Hay muchas montañas, hay muchos marismas, o sea, mares también. Es una zona también volcánica, lo que ayudó en cierta parte a que mucha gente se escapara, pero que también, como también hay mucha selva, a que mucha gente quedara atrapada y no pudiera escapar del genocidio. Alors le Rwanda, donc l'histoire du Rwanda que nous connaissons aujourd'hui a été écrite par les colonisateurs. La historia de Ruanda realmente fue escrita por los colonizadores. Donc dans le Rwanda ancien, quand les colonisateurs sont arrivés, la population était composée des Hutus, des Batutsi et des Batwa. La población en la llegada de los colonizadores estaba compuesta por 13 comunidades, Bautu, Batutsi y Batwa. Et tous parlaient la même langue jusqu'aujourd'hui, c'est le Kinyarwanda. Y hoy todos hablan la misma lengua, que es el Kinyarwanda. Alors à l'époque, le pays était monothéiste et le dieu du Rwanda s'appelait Imana. La religión era monoteísta y el dios de Ruanda se llama Iman. Oui, et le régime politique était monarchique et c'était une monarchie très puissante. Y era un régimen monárquico y era un régimen muy fuerte allá en Ruanda. Alors la société rwandaise était caractérisée par la solidarité mécanique et organique. Mécanique dans le sens que quand un voisin avait besoin de quoi que ce soit, son voisin était là pour l'aider. Y tenían una solidaridad que ellos le llaman solidaridad mecánica, donde los vecinos se ayudaban entre ellos. Organique, une solidarité organique dans le sens que les plus démunis pouvaient compter sur les plus puissants ou les plus riches pour leur offrir la protection. Y otro tipo de solidaridad que estaba establecida en Ruanda era la solidaridad orgánica, para aquellos que eran los menos favorecidos, eran muy ayudados por aquellos que los podían apoyar y ser solidarios con ellos. Alors ils signaient entre eux des alliances et qu'ils pouvaient rompre à tout moment. Y había muchas alianzas que se podían dar en cualquier momento. Alors la colonisation donc a commencé en 1885, quand les pays occidentaux se sont partagés les colonies pendant le congrès de Berlin. Le Rwanda a été attribué à l'Allemagne. Todo inicia en la parte de la colonización en el año 1885, cuando en el Congreso de Berlín se reparten los diferentes países y Ruanda hace parte del subprefectorado de Alemania. Alors l'entrée effective en Allemagne a été très difficile parce que le roi de l'époque ne voulait pas de cette invasion occidentale. Y por obvias razones, el rey de la época en Ruanda no quería esta invasión a su país. Alors la protection, donc la colonisation effective des Allemands a commencé en 1899. Y la colonización ya mucho más efectiva comenzó en el año de 1899. Oui, pratiquement en même temps, donc dans les années 1900, il y a eu donc la colonisation chrétienne. Y en el mismo tiempo, en los años 1900, empezó también la colonización religiosa cristiana. Oui. Et donc les missionnaires qui sont arrivés au Rwanda avaient comme mission d'évangéliser les Rwandais, mais aussi de les civiliser. Y los misioneros que se encargaron de civilizar a los ruandeses. Alors, ils ont créé des écoles, et dans ces écoles, il n'y avait que
les gens les Tutsis qu'ils ont estimés plus intelligents que les Hutus, qui pouvaient prétendre à l'éducation. Y comenzaron también un proceso de educación y los misioneros consideraron que los Butsi eran mucho más inteligentes que la comunidad de WhatsApp y empezaron a educar a los Butsi. Alors c'était l'époque aussi où l'anthropologie battait de son plein et les missionnaires et les colonisateurs ont jugé que les Tutsis étaient plus intelligents que les Hutus et que c'était des étrangers qui sont venus envahir le Rwanda, donc des Hamites. Y entonces también consideraron pues que los Tutsi eran más inteligentes y empezaron un proceso de colonización. ¿Cómo se llama? Es que tu viens de mencionner. Les Hamites. C'est quoi, Viennent d'Éthiopie. Y los Hamit, que vienen de Etiopía, también hicieron allí un proceso de colonización. Oui. En 1916, quand l'Allemagne a perdu la guerre, et elle a perdu aussi ses colonies, dont le Rwanda. Y en 1916, cuando Alemania, la Primera Gran Guerra, pierde también sus colonias, pierde a Ruanda. Oui. Donc, la Belgique, donc, qui avait la colonie, qui était colonisateur du Congo, juste à côté du Rwanda, a pris la colonie, a colonisé aussi le Rwanda. Y el Congo, que estaba colonizado por los belgas, tomó entonces el poder y la autoridad sobre Ruanda. En 1931, le roi du Rwanda, qui ne voulait pas donc l'évangélisation et qui empêchait aussi les jeunes à fréquenter des missionnaires et les écoles, a été déchu et envoyé au Congo. Y el rey fue destituido, este rey estaba en contra de la evangelización que se estaba dando allí en Ruanda, pero este rey fue destituido después. Alors, l'administration belge a fabriqué des pièces d'identité où les Rwandais ont été classés en ethnies. Donc il y a eu 3 ethnies, les Hutus à part, les Tutsis à part et les Batwa. Y entonces los belgas hicieron una clasificación de la sociedad ruandesa en 3 etnias diferentes. Bueno, lo que dice aquí la dualización racial, los Utsi, Watsa Et Batwa. Batwa. Et donc la classification était basée sur la possession de vaches et de l'exploitation de la terre. Celui qui avait plus de 10 vaches était classé Tutsi, et celui qui avait moins de 10 vaches et qui a exploité la terre, c'était un Hutu. Y esa clasificación se dio por el número de vacas que poseían las personas o las familias. Entonces aquellos que poseían más de 10 vacas y que pues tenían unas tierras agrícolas más fructíferas pertenecían a la etnia Utsi, y los otros los que tenían menos de 10 vacas pertenecían a las otras etnias. Et les Batwa, c'était des potiers. ¿De Potier? Des potiers. Qui font des pots. Y los Batwa eran los que hacían todas las, digámoslo, recipientes para los utensilios, para la comida y todo esto. Ouais. Alors ils se sont basés, parce qu'on pouvait trouver 2 personnes de la même famille qui se sont retrouvées soit Hutu, soit Tutsi, suivant qu'ils n'ont pas de vache ou pas. Et du coup, ils se sont basés aussi sur la morphologie, notamment la taille et la forme du nez. También hubo una clasificación porque pues había miembros de las diferentes familias que podrían pertenecer a los Utsi o a los Satsa, y también hubo una clasificación en los rasgos de las personas, por ejemplo en la nariz. Alors dans l'histoire qu'ils ont écrite, ils ont aussi beaucoup insisté sur la migration, donc comme quoi les Tutsis ce sont des migrants qui sont venus coloniser les Hutus, qui sont des autochtones. Y pues también hubo, digamos, empezó una parte de colonización donde se dijo que los Tutsi vinieron a colonizar a los Hutu.
Et cette dualisation raciale a été vulgarisée dans les écoles, transmise aux enfants depuis le jeune âge et récupérée pour des fins politiques. Y esa dualización racial entre los Tutsi y los Hutu fue utilizada también para fines políticos. Et à force de le répéter, ça s'est incrusté profondément dans les esprits de chacun. Y esto tuvo una fuerte influencia en cada una de las personas en Ruanda. Et donc, ils en ont profité aussi pour, donc, quand ils ont déchu le roi, d'introniser son fils et qui a accepté de se faire baptiser, et du coup toute la population a suivi. Y el hijo del rey que fue destituido subió al trono y pues aceptó la evangelización, se hizo bautizar y así toda la comunidad también se hizo bautizar igualmente. En 1931, il pouvait baptiser 3000 personnes par jour. Y más o menos en los años 1930 bautizaban a 3000 personas por día. Et donc cette dualisation a provoqué ce qu'on a appelé la révolution Hutu. Y esta dualización es lo que provocó la revolución Hutu. Et donc le massacre des Tutsis en 1959. Y la masacre en 1959 de la comunidad Tutsi que sale pues al exilio. Alors, le Rwanda a eu son indépendance en 1962 et le gouvernement Hutu qui s'est mis en place sous la présidence de Kayibanda a renforcé cette dualisation. Y en 1962 Ruanda obtiene su independencia bajo el régimen de la comunidad Hutu con la presidencia de Kayibanda que hace más fuerte esta dualización racial. Et le massacre des Tutsis de 1959 jusqu'en 1973 a provoqué des départs en exil des Tutsis. Y entre 1960 y 1973, una política de discriminación donde una masacre de los Tutsi, lo cual provocó un exilio de esta comunidad. Et les exilés essayaient de s'organiser en rébellion et revenir attaquer le Rwanda. Y estos exiliados después vinieron a atacar a Ruanda. Mais chaque fois, ils étaient repoussés par l'aide de l'armée belge. Y pues cada vez estaban alejados por el ejército belga. En 1973, il y a eu des massacres des Tutsis, surtout des intellectuels. Y en 1973, una gran masacre de intelectuales Tutsi. Alors, un militaire du nord de Habyarimana a profité du désordre pour faire un coup d'État. Y un joven, Ayvanarinama, hizo un golpe de Estado y aprovechó esta coyuntura. Alors, il a continué la politique de discrimination des Tutsis et instauré un quota ethnique dans les écoles et les administrations. Y entonces estableció, una vez en el poder, siguió con su política de discriminación de los Tutsi y estableció como una cuota, digamos, discriminatoria racial. Alors, en 1990, une rébellion beaucoup plus forte s'est organisée à partir d'Ouganda et a attaqué le Rwanda du Nord. Y una rebelión organizada por los Tutsi a partir de Uganda se hizo para atacar a Ruanda. Alors, l'armée rwandaise a réussi à résister grâce à l'aide de la Belgique, du Congo et de l'armée française. Y gracias al ejército francés, el ejército belga y del Congo, Ruanda pues resistió a este ataque. Et en même temps, il y a un multipartisme qui s'est formé parce que jusque-là, depuis les indépendances, c'était chaque fois pour les deux républiques un parti unique. Y digamos hubo una división porque cada vez pues se luchaba como por una república única, pero después digamos con todas estas discriminaciones se vino repartiendo el país. En 1973, il y a eu la signature des accords de paix où les partis d'opposition
et le parti du Front patriotique rwandais, donc de la rébellion, devait partager le pouvoir avec le parti politique en place. Y hubo una firma de acuerdos de la paz con la ONU entre la oposición, o sea, la rebelión, y el Estado ruandés. Alors pour assurer la mise en place de ces accords de paix, il y a la force de l'ONU qui s'est installée au Rwanda. Y a partir de ese momento, entonces, la fuerza de la ONU se instaló en Ruanda. Le 6 avril 1994, le président donc, du Rwanda, qui revenait de la Tanzanie pour la dernière signature des accords de paix, et, son avion est mort dans un attentat sur son avion. Y el presidente de Ruanda, que venía de Tanzania, murió en un atentado en el avión en el 94. L'avion est tombé dans sa propriété juste à côté de l'aéroport de Kigali, capitale du Rwanda. Y cayó cerca de la capital de Ruanda, Kigali, cerca también a su domicilio. Alors, du 7 avril, dès le 7 avril, on a commencé à massacrer systématiquement les Tutsis et tous ceux qui étaient dans l'opposition. Y entonces, a partir de todo esto, se empezó desde el 7 de abril hasta el 14 de julio de 1994 el genocidio de los Tutsi. Et le génocide a pu être arrêté le 4 juillet 1994, c'est donc la date officielle de l'arrêt du génocide, grâce à l'offensive de l'armée du Front patriotique Rwanda. Y el Frente Patriótico de Ruanda pudo parar en la fecha oficial, el 4 de julio, el genocidio de los Tutsi. Alors quand cette armée a pris l'offensive, les génocidaires et l'armée donc rwandaise et les milices qui s'étaient formées pour justement participer au génocide, et toute la population Hutu s'est enfuie vers les pays limitrophes et surtout vers le Congo. Y entonces toda la comunidad Hutu empezó a exiliarse en el Congo, porque los milicianos también empezaron a tomar el poder sobre Ruanda. D'où le chaos qui est au Congo jusqu'aujourd'hui. De ahí el origen y la génesis del caos que hay en el Congo hoy en día. Alors, en 1996, comme les génocidaires qui sont à la frontière du Congo attaquaient le Rwanda a décidé d'aller les repousser le plus loin possible et demander à ceux qui ont envie de retourner au Rwanda de revenir. Y desde el año 96 se ha tratado de empujar a todos estos milicianos que están más o menos ubicados en el norte de Ruanda, y se han tratado de establecer políticas para que la gente vuelva también a Ruanda, y tratar de empujar a estos milicianos para que vuelvan los ciudadanos a Ruanda. Et en même temps, donc, depuis la fin du génocide, tous les Hutus soupçonnés d'avoir commis le génocide, tous les Hutus étaient systématiquement soupçonnés et jetés en prison sans procès. Y los Hutu, que se creyó quienes fueron los artífices del genocidio, todos fueron encarcelados, fueron a la cárcel por este genocidio. Et du coup, donc, il y avait une méfiance dans la population. Les Hutus vivaient en autarcie, de peur de se faire arrêter, et les Tutsis, de peur de se faire tuer par des Hutus génocidaires qui se baladent dans le pays, vivaient dans la peur, en autarcie aussi. Y todo el mundo vivía en un miedo constante, porque pues los Hutu, escondidos dentro de sus hogares y replegados y escondidos, y de igual manera los Tutsi, pues con miedo, había un miedo bastante anclado de parte de las dos etnias. Et du coup, il y avait un schisme complet de la cohésion de la société rwandaise. Y había, digamos, un caos total de parte de la sociedad ruandesa. Les gens vivaient dans la peur, il y avait donc les assassinats, il y avait
Voilà, et c'était vraiment le chaos et le pays était complètement détruit matériellement et humainement. Humanamente y materialmente el país estaba destruido por esta gran desconfianza y este gran miedo que reinaba en Ruanda. Et psychologiquement aussi parce que dans chaque famille rwandaise, aucune famille rwandaise n'a été épargnée par ce génocide. Y también psicológicamente porque realmente todas las familias ruandesas fueron tocadas por este fenómeno del genocidio. Je précise quand même qu'il y a eu entre 800 000 et 1 million de morts donc, suite à ce génocide. Y que ella considera que más o menos hubo más de 1 millón de personas asesinadas durante este genocidio. Alors, les prisons rwandaises étaient pleines et les prisonniers vivaient dans des conditions épouvantables qui pouvaient les radicaliser davantage. Y las cárceles en Ruanda todas estaban repletas, lo que también provocó una radicalización en las cárceles. Alors, pour ne pas laisser ce crime impuni, la communauté internationale a réagi en créant le tribunal international pour le Rwanda. Y para reaccionar a este fenómeno, la comunidad internacional creó la justicia, el Tribunal Internacional para Ruanda, qui était basé à Arusha en Tanzanie. Que estaba en Arusha, en Tanzania. Les autres pays, surtout les pays européens aussi, notamment la Belgique, le Canada, les Occidentaux, les États-Unis et la France aussi, ont jugé les génocidaires qui étaient attrapés sur leur territoire. Y entonces países como Bélgica, como Francia, o Estados Unidos, Canadá, juzgaron a los genocidas en sus países. Arusha était l'équivalent de Nuremberg qui a jugé la Shoah. On a jugé que les responsables du génocide attrapés à l'extérieur du Rwanda. Y Arusha fue como el correspondiente a Nuremberg, donde se juzgaron todos los genocidas. Donc le génocide, on parle d'un génocide de proximité parce qu'il a impliqué la population entière. C'est venu de la politique, des hommes politiques, mais la population a été impliquée massivement. Y se habla de masacre de proximidad porque toda la población estuvo involucrada y los políticos también estuvieron involucrados. 60% de victimes ont été tuées sur les collines par leurs proches. Y 60% de las víctimas fueron asesinadas en las colinas por personas o próximos a ellos. Le viol de femmes aussi a été un crime de génocide, une arme de génocide très forte. La violación de las mujeres también fue un arma del genocidio bastante grande. Et 200 000 femmes ont été violées. 200.000 mujeres fueron violadas. Et certaines ont contracté le sida. Y muchas contrajeron SIDA. Des enfants sont aussi nés de ces viols. Y muchos hijos nacieron de estas violaciones. Voilà, donc ça c'est l'introduction pour savoir pourquoi on a convoqué la tradition pour juger ce génocide. Por eso esta es la introducción de por qué se hizo el llamado a la tradición para juzgar este genocidio. Ici. Voilà, donc avec les tribunaux ordinaires, au bout de 5 ans, on a jugé que
si on continue au rythme dont fonctionnaient les juridictions ordinaires, on allait mettre au moins un siècle pour juger seulement. Con la justicia ordinaria se hubiera tomado alrededor de un siglo para juzgar a todos los genocidas. Alors, le gachacha, maintenant, donc, le Rwanda a convoqué la tradition. Entonces, en Ruanda se convocó a la tradición. Dans la tradition rwandaise d'avant la colonisation, Antes de la colonización, quand il y avait un problème de proximité, un conflit de proximité, les sages se mettaient ensemble pour juger le fautif. cuando había un problema entre ellos, se convocaba a todo el mundo para juzgar al culpable. Alors, le jugement du fautif, c'était plus pour réhabiliter dans la société afin de préserver la cohésion sociale. Y se juzgaba al culpable, pero para que hubiera una cohesión social y que él fuera como recuperado y restituido a la sociedad. Il y avait bien évidemment des punitions, mais c'était plus symbolique. Había unos castigos, pero eran unos castigos simbólicos. Et les jugements, c'était informel, il n'y avait pas de loi. Y los juzgamientos o los juicios eran informales, no había alguien pues que una justicia pues establecida. Oui. Alors, pour l'adapter au jugement lié au génocide, le gouvernement rwandais a dû créer une loi pour encadrer les jugements. Y entonces el gobierno ruandés empezó a establecer unos juicios más formales. Et les juridictions étaient basées sur les plus petites entités administratives du pays, qui sont les cellules et le secteur. Las jurisdicciones están, digámoslo, organizadas en los pequeños sectores del país. Et c'est là où on pouvait avoir des informations sans qu'elles soient trop biaisées. Y allí se podría dar informaciones sin que fueran muy desviadas. Parce que c'est là où tout le monde connaît tout le monde, parce que souvent c'était des familles ou des voisins, des gens qui ont toujours vécu ensemble depuis longtemps. Porque normalmente son familias que viven allí desde hace ya mucho tiempo. Donc voilà en quoi consistent les juridictions gachacha. L'important, c'était pour pouvoir provoquer des interactions sur des lieux de mémoire, les lieux où les gens avaient l'habitude de se rassembler pour des fêtes de famille ou même des manifestations imposées par l'État. Y entonces la jurisdicción de Gacaca tenía la función de reunir a toda la gente para allí tratar los diferentes temas. Et l'important aussi, c'était de pouvoir créer une dynamique de confiance. Y lo importante de esta reunión, era crear una dinámica de confianza. Alors, c'était aussi pour non seulement établir la vérité sur ce qui s'est passé pendant le génocide, parce que les informations étaient collectées au niveau de la cellule, donc la plus petite entité administrative, et c'est là que personne ne pouvait dire j'ai rien vu, j'ai rien entendu, parce que tout le monde connaît tout le monde et tout le monde sait ce que l'autre a fait. Sí, entonces para restablecer la verdad, como todo el mundo se conoce, nadie podía decir no sé qué pasó, todo el mundo se hizo responsable y todo el mundo por eso se hizo como estas jurisdicciones también a niveles pequeños, como en pequeñas células, porque todo el mundo sabía lo que había sucedido y era la manera más fácil también de restablecer la verdad. Alors c'était aussi pour créer une thérapie de groupe. Et on demandait aux gens, à ceux qui ont commis le génocide, d'avouer leurs crimes pour soulager leur conscience. Y también para crear una dinámica de la verdad, para curar también, digamos, las conciencias o la conciencia de las personas. Alors les victimes, donc les gens qui sont morts, avaient été jetés n'importe où, même dans des fosses communes.
Et le fait d'indiquer où ils ont été jetés, ils pouvaient les déterrer, les nettoyer et les enterrer convenablement, et ça pour faire un rite de passage. Y como las personas fueron enterradas o tiradas en fosas comunes, esto permitió que cada uno se sincerizara y pues se dijera dónde estaban las personas, poder desenterrarlas y poderles darles una sepultura conveniente a los ritos ruandeses. Et cela permettait aussi, d'être soulagés et de faire le deuil. Y eso permitió también dar una tranquilidad y hacer duelo también. Et ça permettait aussi d'établir des responsabilités. Permitió también hacerse responsable. Parce que les dossiers étaient classés en 3 catégories. Porque los expedientes estuvieron clasificados en 3 categorías. La première catégorie, c'était les organisateurs et ceux qui ont tué avec beaucoup de zèle. Y los primeros, los organizadores. Et cette catégorie n'était pas jugée dans la juridiction gachacha, le dossier était transféré à la juridiction ordinaire. Y como estas son las organizaciones y digamos los grandes, digamos asesinos, no fueron juzgados por la jurisdicción de Gacaca, ellos fueron a la justicia ordinaria. Dans la deuxième catégorie, on plaçait les exécutants, même si on a tué 100 ou 200 personnes. Y en la segunda categoría, los ejecutores, los que ejecutaron, así hayan matado 100 o 200 personas. Et ils étaient jugés dans la juridiction gachacha de secteur. Y fueron juzgados en la jurisdicción de Gacaca sectorial. Et pour cette catégorie, il y avait une possibilité de faire appel au niveau du secteur aussi. Y se podía, digamos, hacer el llamado al sector también. Et la troisième catégorie, ça concernait la destruction de biens et de pillages. Y la tercera categoría es la categoría de los bienes. Et ils étaient jugés dans la juridiction de cellules. Y entonces fueron juzgados en la jurisdicción administrativa de célula, más pequeña. Et l'objectif aussi, c'était pour lutter contre l'impunité. Y el objetivo principal era luchar contra la impunidad. Alors, dans la juridiction gachacha, on pouvait prononcer les peines allant de la peine de mort à l'acquittement. Y las penas en la jurisdicción de Gacaca iban desde la pena de muerte hasta la despenalización de la persona. Et c'était aussi pour rompre avec le passé divisionniste. Con el pasado divisionista de Ruanda. C'était pour montrer que ce qui les divise, ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les divise. El objetivo era mostrar que lo que los unía era más fuerte que lo que los dividía. Les rappeler qu'ils ont une tradition commune. Recordarles que tenían una tradición común. C'était aussi pour pouvoir accélérer les procès, pour désengorger les prisons. También el hecho era para poder depurar las cárceles, se hizo todo esto. Plus de la moitié du budget du ministère de la Justice allait à l'entretien de ces prisonniers. Más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Justicia iba precisamente para el mantenimiento de las cárceles. Et en plus de ça, les bras du pays étaient en prison et on ne pouvait pas reconstruire le pays avec ce problème de prisonniers. Y no se podría reconstruir un país con este problema de prisioneros tan grande. Donc, comme je disais, c'est pas une injustice, parce que quand on parle de juridiction gachacha, on a l'impression que le coupable avoue, il est pardonné et il est acquitté. Cuando hablamos de la jurisdicción de Gacaca se tiene la impresión de que el culpable es juzgado y después ya se le quita la culpa. C'était un vrai tribunal pénal. Pero realmente fue un tribunal penal.
La seule différence, c'est que les juges qui siégeaient dans la juridiction de Gachacha étaient des citoyens ordinaires. La única diferencia es que los jueces designados fueron ciudadanos en la jurisdicción de Gacaca. Ce n'étaient pas des professionnels de la justice. No eran profesionales de la justicia. Il suffisait juste de savoir lire et écrire le Kinyarwanda pour siéger dans la juridiction Gachacha. Lo único que era necesario era saber leer y escribir el idioma rwandés. Et il fallait aussi avoir des qualités d'intègre reconnues par les voisins, par les proches et les voisins. Y otra condición era tener cualidades de ser una persona íntegra delante de los ojos de sus vecinos. Et les critères d'intégrité étaient bien déterminés, bien définis par la loi. Y los criterios de integridad estaban muy bien determinados y definidos por la ley. Et c'était aussi pour montrer que, parce que vous voyez, les juges, ces personnes-là qui ont une écharpe avec la couleur du drapeau du Rwanda. Los jueces que tienen una banderola del color de la bandera de Ruanda. C'était pour montrer qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même pour éviter la vengeance. Y era precisamente con el fin de tener algo muy en cuenta, es que uno no se puede juzgar uno mismo, porque al juzgarse uno mismo, pues eso genera más violencia. C'était pour montrer qu'il n'y a que l'État qui a le droit de juger, de punir. Y también para mostrar que había un estatus oficial de que el Estado era el único llamado a juzgar y a castigar. Et la juridiction Gachacha ne dépendait pas du ministère de la Justice. Il y avait un service national des juridictions Gachacha avait été créé pour l'encadrement. De hecho, la jurisdicción de Gacaca no pertenecía al Ministerio de Justicia, sino que pertenecía, digamos, a otro tipo de entidad del Estado. Et pour assurer aussi une formation à ces juges sur comment on interprète la loi. Y sobre todo para asegurarles a los jueces una capacitación, sobre todo en lo que tiene que ver las leyes. Ce qui est important aussi, c'est cette position. Lo más importante es esta posición. C'est une position à la fois horizontale et verticale. Es una posición que a la vez es horizontal y vertical. Parce que le prisonnier qui est en rose au milieu, porque el prisionero que está en el medio pouvait interpeller les juges en leur disant « tu étais aussi avec moi ». Y podría interpelar o llamar a los jueces y decirles, tú también estuviste conmigo. Il y a beaucoup de juges qui avaient été désignés comme intègres par les pairs et qui se sont retrouvés aussi dénoncés comme génocidaires. Hubo unos jueces que, por ejemplo, por sus padres fueron designados como personas íntegras, pero que a la vez fueron designados por personas como también genocidas. Donc cette justice de proximité pouvait vraiment établir des vrais responsables et personne ne pouvait se dissimuler dans la population en disant que moi je suis innocent. Y nadie se podría disimular dentro de la población diciendo, no, yo soy inocente. Eso permitió que todo el mundo se sincerara. Et les juridictions avaient lieu seulement quand il y avait l'Assemblée générale de 100 personnes. En dessous de 100 personnes, c'était reporté. Y la jurisdicción tenía lugar si había mínimo 100 personas en la Asamblea General. Por debajo de esa cifra no se daba la asamblea. C'était pour qu'il y ait assez de témoins. Para que hubiera muchísimos testigos. Donc le bilan de ces juridictions, ils ont commencé en 2002 d'abord par une phase d'essai pour voir la faisabilité et pouvoir réajuster la loi. Primero hubo un periodo en la jurisdicción de ensayo en el año 2002 para ver la factibilidad precisamente de este tipo de juzgamiento. Et ça a été étendu au niveau national en 2005 et jusqu'en 2012. Y esto funcionó tanto así que se extendió al país en el año 2005 y duró hasta el año 2012. Grâce à ce système, près de 2 millions de dossiers ont été jugés.
y gracias a este sistema alrededor de 2 millones de expedientes fueron juzgados. Alors qu'on avait estimé qu'il aurait fallu au moins un siècle pour juger seulement 130 000 personnes. Y una cifra considerable, pues que si hubiera tenido que tardar un siglo, por ejemplo, para juzgar a 130.000 personas. Et économiquement, cela n'a pratiquement rien coûté Y económicamente eso casi no costó nada, parce que les juges étaient des bénévoles. porque los jueces fueron gente voluntaria y benévola. Et ceci a participé aussi à la reconstruction du pays Y esto ayudó muchísimo a la reconstrucción del país, parce qu'une partie de la peine des coupables était convertie en travaux d'intérêt général. porque una de las partes y de las penas de los culpables fueron convertidas en penas de intereses generales. Et ceci a permis de les intégrer rapidement dans la société. Y eso les permitió reintegrarse muchísimo más rápido a la sociedad. Alors, sur le plan sociétal, les gens qui sortaient de prison passaient par un centre de rééducation civique pour justement les préparer à se réintégrer dans la société. Y para poderse reintegrar a la sociedad, los prisioneros pasaban por un centro de educación cívica para que fueran rápidamente integrados a la sociedad. Et ceci aussi a permis de lutter contre le piège de tous coupables. Y esto también permitió luchar contra la gran trampa de todos culpables. Avant, tous les Hutus étaient montrés du doigt comme ayant avoir participé au génocide. Y antes los Hutu fueron señalados como los culpables del genocidio. Et ça a permis d'identifier les justes. Y realmente eso permitió identificar a los justos. Les personnes qui sont sur cette photo, c'est des personnes qui font partie d'une association, des gens qui ont sauvé, donc une association qui rassemble des rescapés avec les gens qui les ont sauvés. Esta es una asociación que hace parte de personas que rescataron a otras personas. Ça s'appelle l'association des vrais amis. Se llama la Asociación de los Verdaderos Amigos. Parce qu'il y a un proverbe rwandais qui dit « Le vrai ami, tu le reconnais dans le malheur ». Porque hay un proverbio ruandés que dice, el verdadero amigo, tú lo reconoces en los momentos más difíciles. Ça a permis de restaurer la cohésion de la société. Eso permitió hacer una restauración de la cohesión de la sociedad. Parce que le Rwanda, comme c'est des collines et des montagnes, il y a des endroits où il n'y a pas les routes qui arrivent jusqu'au sommet d'une colline, là où habitent les gens. Como Ruanda está construido sobre montañas y colinas y no hay un acceso muy fácil a estas colinas. Alors, pour transporter une personne malade ou une femme qui va à la maternité jusqu'au moins la route où l'ambulance l'attend, donc les gens, les Hutus et les Tutsis, de tout temps se mettaient ensemble pour le transporter sans se demander qui est Hutu, qui est Tutsi. Y una de las cosas, por ejemplo, para transportar a una persona enferma o una mujer que está en estado de maternidad, la gente desde las colinas las transporta hasta el acceso de la ruta más cercana y nadie se pregunta si usted pertenece a la etnia Hutu o Utsi. Alors je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, il n'y a pas une frontière géographique qui sépare les Hutus et les Tutsis. Ils habitent dans les mêmes lieux, ils fréquentent les mêmes endroits, les enfants vont dans les mêmes écoles. Il n'y a pas un endroit dédié aux Hutus et aux Tutsis. Ils sont tous des fervents chrétiens, ils vont tous dans les mêmes églises. No existen unas fronteras imaginarias para la etnia Tutsi y los Hutu. Todos están, digamos, mezclados, no hay como límites entre estas etnias y ellos, pues como son cristianos, van a la misma iglesia. Alors cette photo, c'est le symbolique du vivre ensemble aujourd'hui au Rwanda. Esta es una foto simbólica del vivir juntos en este momento en Ruanda. En partant de gauche. Desde la izquierda. Donc, il y a la première personne, c'est un rescapé. La primera persona es uno de los rescatados. La deuxième personne, c'est un génocidaire. La segunda es un genocida. La troisième personne, c'est un rescapé. La tercera persona es un rescatado. À côté, il y a sa fille.
Al lado está la hija del Señor. Après, il y a une personne qui est venue de la diaspora parce qu'après le génocide, pratiquement tous les réfugiés, les anciens réfugiés, depuis les années 59, sont retournés au Rwanda. Maintenant, ils habitent tous au Rwanda, cohabitent donc ensemble. Y esta persona que vemos aquí es uno de los que, digamos, vinieron de la diáspora, porque desde el año 59 es una diáspora muy grande en Ruanda. Les deux jeunes sont nés après le génocide. Y los jóvenes nacieron después del genocidio, los jóvenes de ahora. Oui, la dame qui est assise, c'est une rescapée. Elle a, au niveau du poignet, son bras a été amputé. La señora que vemos aquí es una de las rescatadas y su muñeca fue amputada. Et donc, elle a été découpée par la la deuxième personne. Es la segunda persona, el señor que está ahí, quien le cortó celui qui est en bleu. la muñeca. Et après avoir aussi découpé son enfant qu'elle portait sur le dos. Y también este hombre, ese genocida, fue uno de los que cortó a su hijo que ella llevaba en su espalda. Et cette personne a avoué d'avoir tué de 20 personnes. Este hombre confesó haber matado a 20 personas. Elle a demandé pardon donc à la dame qui est assise. Le pidió perdón a la señora que ustedes ven en la foto sentada. Ils se sont rencontrés dans les juridictions Gachacha. Y se encontraron en la jurisdicción de Gacaca. Elle était secrétaire d'une juridiction. Ella era secretaria de una de las jurisdicciones. Elle a été amputée de la main droite. Le fait d'être élue comme personne intègre à siéger dans la juridiction Gachacha, elle a réappris à écrire avec sa main gauche. Y ella tuvo que aprender otra vez a escribir con su mano izquierda. Le fait de lui donner cette responsabilité, ça lui a redonné l'envie de vivre. Y como ella fue responsable, una de las secretarias que escribía en la jurisdicción de Gacaca, esto le permitió y le devolvió a ella la vida. Et la chance qu'elle a eue, c'est que son mari a été sauvé aussi, rescapé. Su marido también fue uno de los rescatados. C'est la troisième personne sur la photo. Es el señor, la tercera persona que está en la foto. Donc ils ont pu aussi, après quand elle a commencé à siéger dans la juridiction Gachacha, ça lui a vraiment donné l'envie d'aller de l'avant. Ils ont eu 5 enfants. Y gracias a todo esto que sucedió en la jurisdicción de Gacaca, les permitió a ellos salir adelante y ahora tienen ya 5 hijos. Dont les 2 enfants sur la photo. Ahí están entonces los hijos, son los 2 hijos que están en la foto. Les enfants de Alice, elle s'appelle Alice. Ella se llama Aris. Et le mari d'Alice côtoie Emmanuel sans animosité. Y están pues muy animados. Tous les deux, ils font partie d'une association qui rassemble les génocidaires. Hacen parte de una asociación que reúnen a los genocidas. Donc les génocidaires qui ont avoué. Los genocidas que confesaron. Et les rescapés. Y los rescatados también. Et la plupart du temps, c'est les rescapés pour qui ils ont tué les familles. Y pues la mayoría pues hace parte de los rescatados, pues a quienes a ellos les mataron la familia, sus familias. Ça paraît incroyable et chaque fois que je le dis, personne n'a... Parece increíble, pero cada vez que lo habla, on a du mal à concevoir qu'on puisse pardonner un tel crime. Es muy difícil pensar en que uno pueda perdonar un crimen como este. Mais d'après les témoignages, ce pardon est authentique. Pero viendo sus testimonios, realmente su perdón es auténtico. Mais comme dit, l'être humain est complexe. On ne peut pas aller au fond de leur cœur pour savoir ce qui s'y passe réellement. Pero pues realmente no podemos tampoco ir hasta el fondo de sus corazones para saber qué pasó realmente. On ne peut que croire à leurs témoignages. Solo se puede creer en sus testimonios. Et là aussi, c'est des jeunes, parce que la société rwandaise actuelle est très jeune. La sociedad ruandesa es muy joven, por eso vemos aquí en esta foto a jóvenes. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes rescapés qui ont perdu toute leur famille. Y hay jóvenes, por ejemplo, que han perdido toda su familia. Je les ai rencontrés dans un club d'unité et réconciliation qui rassemble des jeunes universitaires. Ella tuvo la oportunidad de verse con ellos en un club de
de encuentros de jóvenes de conciliación. Parmi eux, il y a des enfants issus des génocidaires qui sont encore en prison. Y muchos de estos jóvenes son el resultado también de familias de genocidas. Il y a des jeunes qui sont issus des familles de la diaspora. Y hay muchos jóvenes también que son pues, que vienen de estas familias de las diásporas que se dieron desde el Donc 59. ça, c'est la jeunesse actuelle du Rwanda. Et dans les animations, ils disaient, le Rwanda, nous le reconstruirons nous-mêmes. Y esto es hoy Ruanda, y ellos, los jóvenes, se dicen, Ruanda nosotros la construiremos nosotros mismos.